Bienvenue dans les pastilles On n'est pas filmé Summer Luxe. Nous revenons chaque semaine sur le film qui sera diffusé le vendredi au Luxe et cette semaine nous parlons de Paprika. Place à un film vertigineux, foisonnant qui bouscule les repères et célèbre le pouvoir infini de l'imaginaire. Réalisé par Satoshi Kon, c'est un voyage animé aux confins du rêve, du réel et de la conscience. Figure majeure du cinéma d'animation japonais, Satoshi Kon s'est imposé avec des œuvres puissantes et troublantes comme Perfect Blue, Tokyo Godfather ou Millennium Actress. À travers chacun de ces films, il explore les failles de l'identité, la porosité entre fiction et réalité et les effets du temps sur la perception. Avec Paprika, il livre son film le plus ambitieux, le plus libre et sans doute le plus hypnotique. Dans un futur proche, une équipe de scientifiques met au point un dispositif permettant d'entrer dans les rêves. Mais cette technologie, pensée pour des usages thérapeutiques, est détournée, provoquant une fusion chaotique entre les songes et le monde réel. Au cœur de cette spirale, une entité lumineuse et insaisissable, Paprika, double onirique de la chercheuse en charge du projet. Portée par une animation d'une inventivité spectaculaire, Paprika enchaîne les séquences oniriques comme autant de tableaux mouvants. Les décors se déforment, les corps se métamorphosent, les objets prennent vie, le film glisse d'un monde à l'autre avec une fluidité déconcertante, abolissant toute frontière entre le subconscient et le quotidien. Plus qu'un simple exploit technique, Paprika, c'est une œuvre sur la liberté de rêver, de créer, d'imaginer sans contrainte. Chaque scène déborde d'idées visuelles, de ruptures de ton, de références au cinéma, à la psychanalyse et à la culture pop. Un film, somme, exigeant et généreux, qui n'offre pas de clé unique, mais invite à la sensation pure. Pensé pour le grand écran, Paprika se vit comme une expérience sensorielle totale, une œuvre foisonnante qui ne cherche pas à rassurer, mais à éveiller. Et ici, nous décidons de vous l'analyser avec Seb, Joshua et Roman. Seb, tu voulais nous parler un peu plus de Paprika en soi, comme film, quand même, qui a été assez majeur dans les années 2000. Ouais, c'est un des très grands films d'animation japonais, et même des très grands films japonais, en fait, même en animation des années 2000. C'est le dernier film de Satoshi Kon qui décédera quelques années plus tard. Je pense que c'est son 4e long métrage. Je pense que c'est son plus grand film. Alors, c'est un cinéaste extrêmement intéressant, on pourra en discuter un petit peu, mais de l'influence et de l'importance de Satoshi Kon, pour beaucoup de cinéastes aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est un film qui est complètement fou, qui se démarque, par exemple, effectivement, d'un film qui sera réalisé quelques années après, qu'on a déjà diffusé, qui est Inception, où effectivement l'approche onirique, on va dire, de Christopher Nolan est assez, on va dire, terre à terre, réaliste. Chez Satoshi Kon, on part effectivement dans des délires, dans de la superposition, le rêve, l'imbrication du rêve, le rêve, dans le rêve, dans quel rêve on se retrouve. Donc c'est un film qui est effectivement assez labyrinthique, totalement fou, et qui s'inscrit, je trouve, complètement dans le cinéma japonais de l'époque. C'est-à-dire que c'est aussi un cinéma, moi je retrouve par exemple, par rapport à un film comme Ghost in the Shell, qui est réalisé une dizaine d'années avant, on retrouve un peu le même genre de mécanique, avec effectivement une espèce de méchant, d'antagoniste mystérieux qui semble pirater tout, ce rapport aussi à la technologie, une espèce de crainte effectivement de la technologie, les écrans, quelque chose qui se transmettrait, qui se propagerait en fait à travers les écrans, qui est une des grandes thématiques, notamment de la J-Horror, quelques années avant, Ring, Kero, etc. Donc ouais, c'est un film qui est assez difficilement résumable, parce que c'est effectivement une espèce de chasse au rêve, on pourrait dire. Mais c'est effectivement un film assez, moi je trouve assez majeur de cette époque-là et du cinéma japonais de l'époque. Et comme tu l'as développé, c'est très sensoriel quand même comme film, au vu du nombre de couches qu'il y a potentiellement dans le film et de ce qui est interprété potentiellement par les personnages qui rentrent toujours plus dans un subconscient de chacun et qui est difficilement assimilable même à la fin où ça éclate de partout. Et Satoshi Kon, tu voulais nous développer un petit peu plus, Joshua, dans sa filmographie, puisqu'il n'en est pas à son premier chef-d'œuvre en soi. C'est pas son seul, du moins. Non, déjà c'est un cinéaste qui a ouvert sur un chef-d'œuvre qui est Perfect Blue, qui est ce film sur les idoles japonaises. C'est vraiment au milieu des années 90, donc Perfect Blue, qui est plutôt un film d'horreur, mais toujours en animation, sur déjà la perte d'identité et sur la folie des idoles japonaises, qui sont ces chanteuses de pop très glamourifiées, avec tout ce rapport où elles n'ont pas le droit d'avoir de vie privée, elles doivent être l'idole du public, elles doivent être parfaites.
c'est déjà, on sent un très très grand cinéaste, alors que lui à la base c'est plutôt un mangaka, mais il y a une maîtrise du cinéma qui est impressionnant. C'est vraiment un très très grand réalisateur qui prouve que le cinéma d'animation c'est du cinéma, encore une fois, parce que le cinéma d'animation, on a l'impression que c'est du sous-cinéma, c'est juste une autre forme de cinéma qui des fois dépasse le cinéma. Après il fait un autre film qui s'appelle Millennium Actress, qui retrace le parcours peu imagé d'une actrice japonaise des années 40 jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à même le futur, qui est complètement délirant et on s'y perd. Et après il fait une parenthèse plus joyeuse avec Tokyo Godfather, qui est presque un conte de Noël, où ce sont des SDF, enfin des personnes assez alternatives de Tokyo, qui se retrouvent avec un bébé dans les mains et qui vont tout faire pour que le bébé grandisse et ne meure pas. C'est vraiment un très très beau film qui est assez surprenant parce que, comme on disait, Perfect Blue c'est très sombre. Darren Aronofsky a beaucoup recopié des images du film, vraiment. Millennium Actress c'est aussi très compliqué, très cérébral, et c'est vrai que c'était un film qui avait surpris parce qu'il a une filmographie de 4 films, et Tokyo Godfather c'est celui-là peut-être je peux vous le recommander, en fait toute sa filmographie est recommandable, mais c'est celui-là qui sort du lot où c'est le seul où il est très linéaire et il est plein de bons sentiments, et ça aussi il sait faire. C'est vraiment un homme merveilleux qui nous a quittés à l'âge de 37 ans, et en seulement 4 films il a révolutionné le cinéma et a été une inspiration pour beaucoup de grands cinéastes. Et il nous a quittés beaucoup trop tôt. Oui, puisqu'en plus il est mort sur son dernier projet en date, où d'ailleurs on peut y retrouver que 26 minutes, je crois qu'il a travaillé 26 minutes à peu près de rendu sur le film, et aujourd'hui c'est assez difficile ça devait être son premier passage à la 3D, parce que c'est encore de l'animation japonaise très 2D, donc c'était juste encore des ébauches, on savait que ça devait être des robots qui devaient devenir amis à la fin. C'est ça. C'est un cinéaste qui est très intéressant, et en fait ce qui est presque paradoxal, c'est que par rapport à d'autres cinéastes mangaka ou de l'animation japonaise comme Otomo, comme Oshii, comme Miyazaki évidemment, qui ont eu énormément de succès notamment au Japon, Satoshi Kon n'était pas très reconnu au Japon, il était même plutôt méconsidéré, il avait du mal à monter ses films, ce qui fait qu'effectivement ce dernier projet avait énormément de mal à se monter, etc. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est aujourd'hui un des cinéastes et un des cinéastes d'animation qui a le plus d'influence sur Nolan, sur Aronofsky, mais actuellement vous avez sur les écrans Reflet dans un diamant mort de Kate et Forzani. C'est deux cinéastes qui revendiquent globalement une influence extrême du cinéma italien, du cinéma de genre italien des années 60-70. Leur seule autre influence revendiquée en dehors, effectivement, enfin en tout cas dans le cinéma, c'est l'influence de Satoshi Kon, au point que normalement leur prochain projet, qui était déjà le projet qu'ils auraient dû monter si le Covid n'était pas passé par là, c'est un film d'animation. C'est un film d'animation qu'ils auraient envie de faire au Japon, qui en tout cas se réclame énormément de Satoshi Kon. Donc ouais, c'est un cinéaste qui est devenu effectivement une influence souterraine qu'on retrouve quand vous revoyez aujourd'hui les films. Vous vous dites, ah tiens, il y a ça qui vient de là, il y a ça qui vient de là. C'est vraiment, effectivement, ça va même au-delà d'Aronofsky qui lui a clairement pris pas mal de plans. Et puis, comme tu l'as précisé aussi sur Inception, ça a souvent été le parallèle de Paprika avec le film de Christopher Nolan. Sur Nolan, il y a aussi dans le cas de Nolan des plans qui sont vraiment à l'identique, des scènes qui sont reprises, qui sont dans l'idée, mais effectivement, oui. Alors après, voilà, mais c'est vraiment un cinéaste à découvrir, parce que c'est vraiment un cinéaste aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de cinéastes actuels, que ce soit en France ou que ce soit aux États-Unis, qui ont vu Satoshi Kon clairement, et qui ont vu Paprika, Perfect Blue, etc. Et Millennium Actress, qui est aussi une grosse influence très fortement. C'est déjà une œuvre foisonnante. Et ce qui est intéressant aussi à analyser sur Paprika, c'est pas uniquement aussi ultra référencé et qui va donner des références aussi pour beaucoup de cinéastes, c'est qu'on peut y retrouver quand même un phénomène de Freud, Romane, que tu voulais analyser. Oui, donc Paprika, c'est l'illustration parfaite du phénomène de Freud, intitulé l'inquiétante étrangeté. Ce phénomène, c'est ce moment où quelque chose semble presque normal, mais pas tout à fait, et c'est ce pas tout à fait qui dérange profondément. C'est ce que nous retrouvons dans le film Paprika. Nous sommes dans ce pas tout à fait, car nous ne savons jamais si nous sommes dans la réalité ou dans un rêve. Les personnages vont donc dans des rêves que tout le monde peut voir grâce au Decimini.
De ce fait, au début, tout est normal avant que les lieux se transforment ou que des personnages deviennent complètement fous. On a notamment ça avec la scène du couloir qu'on retrouve beaucoup. Ainsi, la réalité, elle devient totalement instable. Mais cette inquiétante étrangeté, nous la retrouvons aussi avec l'animation, avec par exemple les défilés d'objets animés comme les frigos ou les petites poupées, qui prennent vie et créent un chaos pas possible. Il y a aussi des déformations au niveau des voix ou encore des visages, qui renforcent pas tout à fait. Et aussi, le personnage de Paprika, c'est ça qui crée le plus ce sentiment d'inquiétante étrangeté, puisque nous ne savons jamais si elle existe, si c'est vraiment l'alter ego d'Atsuko ou si c'est un personnage fictif. On est complètement perdu, même si on nous dit que c'est son double, on n'est jamais sûr durant tout le film. De ce fait, dans ce film, nous sommes toujours perdus et nous ne pouvons nous rattacher à rien. Après, c'est un phénomène qu'on trouve dans énormément de films au cinéma. Et pas que. Mais je trouve que Paprika, il illustre vachement bien pour comprendre ça. Tout à fait, surtout que ça va parler autour du rêve. C'est vrai que ce film, comme on disait, c'est plus un ride, que la narration va être très diluée. Si vous ne l'avez jamais vu, préparez-vous à ça. L'histoire, c'est vraiment pas le moteur du film. C'est vraiment les idées complètement folles de réalisation de Satoshi Kon qui sont le moteur du film. Voilà, c'est une expérience sensorielle que vous allez pouvoir découvrir ce vendredi au Cinéma Luxe, donc dans le cadre du Summer Luxe. Lazare, tu vas nous donner les autres dates qu'on va pouvoir noter sur le Summer Luxe avec les autres films autour du thème du rêve, il me semble. Ouais, déjà pour rappel, c'est tous les vendredis à 21h. Et donc la semaine prochaine, on se retrouve avec Beau is Afraid de Ari Aster, un film génialissime, le 25 juillet pour La vie rêvée de Walter Mitty, suivi le 1er août de Last Night in Soho d'Edgar Wright, 8,5 de Fellini le vendredi 8 août, puis le 15 août, Le vent se lève de Miyazaki. Le vendredi 22 août, on plonge un petit peu dans les cauchemars, plutôt avec Les griffes de la nuit, et puis on termine avec Matrix. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre pastille dont n'est pas filmée.